Alors, bonjour à tous. Merci d'être si nombreux, si ponctuels. Merci pour votre intérêt pour ce sujet. Alors, nous allons vous présenter découvrir la cohésion sociale à travers le sport. Alors, si c'est possible d'aller à la slide suivante. Merci beaucoup, Tamara. Alors, on a mis en place quelques règles pour que le webinaire se passe bien. Donc, on demande, oui, les micros et les caméras qui restent éteintes pendant les présentations pour pas qu'il y ait de bruit de fond et pour que ce soit plus agréable pour tout le monde. Évidemment, on vous encourage à poser des questions. On veut que vous posiez des questions et que vous puissiez commenter et rebondir sur ce qui est dit. Donc, pour cela, il y a le chat. J'espère que tout le monde le voit. Normalement, à votre droite, et là vous pourriez écrire vos questions. Donc on aura deux moments en fait où on aura deux moments de questions-réponses après chaque présentation. Donc on vous propose d'écrire les questions dans le chat pendant la présentation ou même au moment des questions. C'est quand vous le sentez, peut-être ça vient tout de suite, comme ça on n'oublie pas les questions. Et moi après je lirai vos questions aux intervenantes et elles y répondront. Pour d'autres questions, commentaires, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, n'hésitez pas à écrire dans le groupe ou même en privé. Vous pouvez nous écrire en privé. Par exemple, pour les personnes qui veulent recevoir après la présentation, vous pouvez écrire votre adresse email en privé pour recevoir toutes les informations. Voilà. Alors, je propose à toutes nos intervenantes de mettre leur caméra. Et voilà. Alors, Tamara, je vais te proposer de prendre la parole et de te présenter. N'oublie pas d'allumer le micro. Oui, bonjour à tous. Merci d'être présente. Donc, Tamara Strasser, je vais présenter quelques petites parties d'un projet qui a eu lieu cette dernière année, les 10 derniers mois, au Nicaragua, sur de quelle manière la cohésion sociale s'est créée entre les bénéficiaires de ce projet. Je viens donc d'un master en activité physique adaptée et je me réjouis de passer ces moments avec vous. Ensuite, je vais demander à Maggie si tu peux te présenter et n'oublie pas de mettre le son à ton micro. Oui, donc bonjour à tous. Donc, je suis Maggie Goody. Premièrement, je suis la maman d'une petite fille qui s'appelle Emma, qui est née en 2009 avec une paralysie cérébrale. Et donc, c'est grâce à elle que je suis la cofondatrice d'une association qui s'appelle Handicapable. Et nous sommes en fait les organisateurs de le grand événement, donc Handi Challenge, qui a lieu tous les ans. Je vais vous présenter notre événement. Merci. Je prends le micro. Bonjour, je suis Florie Jacques, je travaille chez René Suisse et je suis coordinatrice communication, recherche de fonds et programme Nord. Bienvenue. Voilà, et moi je suis assistante chez René Suisse en communication et gestion de projet. Et je suis très heureuse d'être ici avec vous. Alors, le haut programme. Alors, bon, notre présentation. Ensuite, on va avoir Florine qui va vous faire une présentation de RN Suisse. Ensuite, c'est Tamara qui vous parlera de son projet de sport inclusif au Nicaragua. Là, on aura un petit break, on va dire, pour les questions-réponses. Ensuite, ça sera Maggie qui nous parlera de la course populaire de Andy Challenge. Et de nouveau, des questions-réponses et la clôture du webinaire. Voilà. Donc oui, on vous informe que ce webinaire est enregistré. Donc il sera sûrement diffusé par la suite. Et on répète, si vous n'avez pas pu vous inscrire, vous pouvez nous envoyer
vos emails par le chat, sur le chat ou en privé. Voilà, bonne présentation. Merci. Alors, très rapide présentation d'Irénée Suisse pour ceux qui ne nous connaissent pas. On est une ONG active depuis 1963 dans la construction de la paix et la promotion des droits humains. On travaille en coopération et développement, en particulier en travaillant avec des partenaires locaux dans les pays au sud sur des projets sur mesure. Donc les besoins sont vraiment exprimés par nos partenaires et ça garantit un effet durable des projets. Si on va sur le prochain diapo, notre spécialité, c'est la coopération par l'échange de personnes, c'est-à-dire l'envoi de professionnels qualifiés suisses qu'on appelle volontaires auprès de ces associations partenaires au Sud. C'est notamment un transfert de compétences qu'on apporte en appui à leurs projets. Voilà, on est présent, si on va sur la prochaine slide, donc on est présent avec nos projets en Ouganda, Rwanda, République démocratique du Congo, Nicaragua, Salvador et Haïti. Et on travaille aussi dans notre mission et dans notre mandat, on a la sensibilisation du public suisse. On le fait au travers de différentes activités, d'articles dans les médias, de notre propre communication, d'échanges sud-nord. Ce webinaire aussi fait partie de nos activités de sensibilisation. On a aussi des formations via un partenaire qui s'appelle Isango. Voilà, je vous remercie. Puis je laisse la parole à Tamara, donc, qui est actuellement en affectation avec nous auprès de notre partenaire l'Hospipitos et qui va vous présenter son projet. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais vous présenter une partie de mon projet. C'est-à-dire que je vais d'abord vous mettre dans le contexte du projet au Nicaragua et je vais vous parler de la cohésion dans le sport, mais non pas dans l'événement sportif ou dans le sport en soi, comme va le faire Maggie Goody par la suite, mais dans un exemple de réorganisation autour du sport et avec un autre exemple de l'impact de la formation de moniteurs et monitrices sportifs et terminer avec quelques petits témoignages du Nicaragua. Donc, le Nicaragua, c'est un pays en Amérique centrale, le grand pays vert que vous pouvez voir sur la slide. C'est le deuxième plus pauvre pays d'Amérique latine avec une haute prévalence de personnes en situation de handicap. Ça représente environ 460 000 personnes dans le pays qui subissent des discriminations, voire des exclusions de leur communauté en raison de leur handicap. Et c'est dans ce contexte-là que l'Hospipitos, une association de parents d'enfants en situation de handicap, voit le jour il y a 30 ans pour améliorer la connaissance des familles sur le handicap, sur leurs droits et ainsi obtenir une meilleure qualité de vie de leurs enfants. Dans l'objectif final d'émerger des communautés et d'avoir des communautés de plus en plus inclusives. Ils avaient le projet sportif de créer un programme national de sport inclusif. C'est-à-dire que l'Hospipitos travaille dans 39 centres à travers le pays et ils voulaient, avec le sport, utiliser une stratégie commune dans ces 89 centres pour ainsi utiliser le sport comme moyen d'intégration des jeunes en situation de handicap. Donc, nous avons travaillé là-dessus. Et le premier exemple que nous avons travaillé, c'est beaucoup sur, finalement, on veut faire un événement ou on veut avoir des entraînements, mais qu'est-ce qui se passe derrière ces entraînements, derrière ces événements? Et c'est là qu'avec des ateliers, on a beaucoup parlé de l'identification des acteurs. Qui c'est qui peut interagir dans ce milieu, dans le sport? Quelles sont les familles de la communauté qui pourraient avoir un impact? Quel est le rôle de l'Église dans ce projet de développer le sport inclusif? Donc, on voulait sortir ces jeunes qui étaient tout le temps dans ces centres d'accueil, quand ils arrivaient à aller dans les centres d'accueil, pour les amener dans le monde sportif en dehors de ces centres d'accueil. Une fois qu'on a identifié ces acteurs, qui sont-ils? On a appris à utiliser les bonnes terminologies, de plus dire mon enfant sourd, mon enfant qui a de la parésie cérébrale ou mon enfant
ne pas seulement identifier son enfant à son handicap, mais aussi à ce qu'il fait dans ce centre. C'était par exemple, c'est un sportif. Chaque semaine, il fait de l'athlétisme ou du basket. Mon enfant est un sportif, mon enfant est un athlète. Et lui-même, la personne, le jeune en situation de handicap, souhaitait être nommé sportif, athlète. Et là, tout de suite, on arrive dans une autre perception de soi et de l'autre. Et ça leur ouvre des portes pour communiquer différemment entre eux. Ensuite, une grande partie du travail a été identifier, définir les rôles et les responsabilités de chacun. Pourquoi? Parce que finalement, toutes les activités se faisaient par les mêmes personnes. On va appeler ça comité parce qu'on est plus habitué à la terminologie de comité en Suisse. Mais là, on a appris à déléguer, de créer par exemple une commission sportive des parents. D'accord, on crée une commission sportive des parents dans notre communauté, mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Quel est son rôle? Quelle serait sa responsabilité? Mais si elle le fait, c'est pour qui? Pour les jeunes. Alors si les jeunes sont là, créons des représentants des athlètes, et là tout de suite, ce ne sont plus les enfants d'eux, mais ce sont des athlètes, des sportifs qui en plus peuvent être représentants, peuvent être leaders de leur groupe sportif et on peut entendre leur voix. Et tout de suite, ça a un impact sur leur propre identité, leur identité personnelle, mais leur identité sociale. Quand ils sont dans leur communauté, ils interagissent différemment comme le leader de l'équipe, le représentant de son équipe. Et ça crée des interactions différentes, des nouveaux liens entre les jeunes et les adultes aussi. Donc, dans cette partie-là, c'était pour montrer qu'en créant l'opportunité et en amenant les familles à créer des commissions autogérées où elles-mêmes peuvent avoir le rôle, ces familles, de créer des événements, on a créé un nouveau monde et des nouvelles interactions avant même de réaliser un événement sportif. Dans un autre exemple, on va parler de la formation. Pour réaliser des événements sportifs inclusifs, nous avons organisé dans une partie un peu reculée du pays une formation pour que des moniteurs sportifs qui avaient des groupes sportifs avec des jeunes sans handicap aient des outils stratégiques pour effectuer leurs leçons en intégrant des jeunes en situation de handicap. On les a mis en situation, on les a fait rire, on a mis des bandeaux devant les yeux pour qu'ils ressentent, pour qu'ils comprennent comment est-ce qu'on peut ressentir une situation de handicap et comment est-ce qu'on peut la modifier grâce à l'aménagement de l'environnement. Et en fait, en donnant cette notion, le moniteur a compris que lui, en tant que personne, peut adapter cet environnement et c'est à lui de l'adapter pour que chacun trouve sa place. Donc, on a cherché à stimuler cette créativité de recherche de solutions. En leur donnant ce savoir, on leur a permis d'être autonomes et on leur a permis d'avoir confiance en eux pour pouvoir amener cette connaissance dans leur communauté et pouvoir créer des interactions entre les jeunes dans leur communauté. Avant de les laisser partir dans la nature, nous avons effectué un petit événement avec des jeunes avec et sans handicap que eux ont organisé du début à la fin pour qu'ils puissent mettre en pratique en fait ce qu'ils avaient appris. Et ça leur a permis d'avoir un espace de confiance pour commencer. Et une fois qu'ils ont vu, non seulement je le sais, mais en plus ça marche quand je le fais, ça leur a permis de, quand ils retournent dans leur communauté, avoir de l'énergie pour le faire et surtout de créer un réseau avec les autres participants à ce module. Et là, de nouveau, on n'est pas encore dans l'activité physique, mais on a créé un lien et on a mis des gens en réseau pour qu'ils puissent eux-mêmes se stimuler pour créer cette intégration dans leur communauté. Je vais apporter quelques petits témoignages de certaines personnes. Tout d'abord d'un parent on a organisé un événement. Le Nicaragua est un pays très familial, donc les enfants, les ados, les grands adultes vivent très souvent dans des maisons tous en commun. Donc la notion de famille est très, très, très forte.
Et là, en parent, nous avons fait une activité sportive et ils ont joué au basket, mais je pense pendant 1 heure et demie non-stop, le père, la sœur et le fils en situation de handicap. Et ils sont revenus vers moi, on me disait, de un, je ne savais pas que mon fils en situation de handicap pouvait faire du basket, savait faire du basket et aimait faire du basket. Et en plus, je n'ai jamais vu mes 2 enfants jouer autant ensemble. Et créer ce lien de fratrie, ça a été très fort de voir que le parent pourrait le refaire donc, dans sa communauté, dans le terrain de sport de son quartier. Un autre jeune aussi, quand on parlait tout à l'heure, j'ai utilisé le terme d'identité personnelle et identité sociale. Un jeune avec sourd a appris, grâce à son entraîneur, à être arbitre de ligne au football. Donc, en fait, non seulement il aimait jouer le football, son entraîneur a vu ça et du coup, il lui a appris à être arbitre. Et maintenant, ce jeune, dans sa communauté, il arbitre des matchs. Il lui-même disait qu'auparavant, quand il était plus jeune, c'était salut le sourd, ça va le sourd, c'était son handicap, c'était son identité. On l'identifiait selon son handicap. Et là, maintenant, il n'est plus identifié selon son handicap, mais il fait partie des arbitres. Il est arbitre. Il fait partie du monde du foot. Il joue aussi en ligue avec des amis. Donc, il est rentré dans le monde du sport, mais non seulement comme athlète, mais aussi comme arbitre et de temps en temps comme aide moniteur. Et c'est là aussi qu'on a travaillé là-dessus quand on parlait de la réorganisation structurelle de l'organisation, c'est laisser des opportunités aussi, ouvrir les portes pour ne pas seulement figer les athlètes à la place d'athlètes. Et un dernier exemple, ce serait l'exemple d'un moniteur qui, après cette formation de méthodologie inclusive du sport, a dit, en fait, je suis capable, je peux le faire. Je ne savais pas que j'avais les capacités d'eux. On les a beaucoup travaillés, on les a challengés pour qu'eux-mêmes trouvent les solutions sur comment adapter. On ne leur a pas donné de solution type, parce qu'il n'y a pas de solution type qui existe, mais on leur a donné des moyens pour qu'ils peuvent s'adapter à différents contextes, différentes situations. Et ça leur a permis aussi eux-mêmes de grandir et de se rendre capables de trouver les solutions eux pour qu'ils puissent ensuite, dans leur communauté, se sentir à l'aise. Donc voilà, c'était les 2 axes et les exemples que je voulais vous présenter dans ces 10-15 minutes pour vous montrer que le sport peut avoir des liens et créer des interactions sociales au niveau organisationnel, en amont d'un événement, mais aussi quand on le planifie, quand on veut faire un événement, en amont, il peut y avoir une organisation ouverte à différentes personnes qui créent des liens. Et aussi l'impact d'un moniteur qui a confiance en lui et qui ose créer des événements. Je suis ouverte si vous avez des questions que Nadine va relire. Merci. Alors, pour toute personne qui aurait des questions, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Ou si les personnes d'un coup ne voient pas le chat, vous pouvez toujours allumer votre micro et nous le dire. En tout cas, merci Tamara pour ta présentation. On a une question de Patricia. Alors, on parle beaucoup des parents. Comment la fratrie peut jouer un rôle dans leur intégration? Donc, j'imagine frères et sœurs. Oui, c'est une question très pertinente, surtout dans le contexte du Nicaragua. Parce que justement, comme je le disais, la famille est très importante et les frères et sœurs sont très en lien. Ça joue un rôle très important parce qu'ils sont au quotidien dans les écoles. Ils peuvent aider, en fait, ils peuvent suivre le jeune qui est intégré en école ordinaire dans son cursus et aussi dans les terrains de sport.
donner les connaissances aussi à une fratrie, à un frère, une sœur, ça lui permet aussi de l'aider à amener son frère, sa sœur, quand il va au terrain de sport, au terrain de jeu, qui est souvent à quelques rues de la maison. Ça lui permet d'avoir les bonnes réponses quand on lui pose des questions ou quand on le taquine là-dessus ou qu'on l'embête. Donc, ça, apporter des connaissances à la fratrie peut aussi aider à l'intégration de ces jeunes. Merci, Patricia. On a une autre question on a deux questions, super. De Mich. Alors, dans le domaine du handicap, le domaine du handicap est vaste et les pratiques sportives sont diverses. Quelles sont les pratiques sportives qui ont permis l'inclusion de personnes en situation de handicap au Nicaragua et de quel type d'handicap il s'agit? C'est vaste, c'est très vaste. Et c'est pour ça que je ne vais pas pouvoir le définir parce qu'on a travaillé dans 89 centres, donc pas dans tous les centres, mais dans plusieurs centres. Et ben à la mode, comme partout, c'est le football. Et ça marche aussi au Nicaragua, avec une petite tendance du baseball. Mais avec le football, on a pu avoir des échanges qui ont bien fonctionné. Dans les cas où il y avait des handicaps qui ne peuvent pas participer au football, il y a eu des courses d'entraide. On peut donner des rôles aux personnes sans handicap pour accompagner une personne, par exemple, qui ne peut pas se mobiliser. On le verra aussi dans le Handi Challenge par la suite. Donc voilà, il y a le grand phare. Le plus simple, c'est l'athlétisme parce que très peu de matériel, donc on fait des courses. Mais le grand phare et ce qui croche beaucoup, c'est le football. Ça marche toujours. Ok. Je vois déjà tout de suite une autre question, comme ça je les ai sous les yeux. Donc, revenir sur la formation donnée aux futurs moniteurs. Alors, on n'aura pas... Je vais juste lire peut-être les questions pour pourriez-vous revenir sur la formation donnée aux futurs moniteurs, monitrices temps contenu? C'est la question de Nicolas. Pardon. Alors, avec grand plaisir, vous allez recevoir mon contact et vous pouvez me contacter. Je peux vous en parler volontiers, vous transmettre le contenu. Mais là, on n'aura pas le temps d'avancer là-dessus. Mais c'est beaucoup une méthodologie, la méthodologie participative de Bourquin et Chigot et des deux autres noms, je ne me rappelle pas, je l'écrirai dans le chat. Et comme ça, vous pourrez voir la référence de cette méthodologie. Merci beaucoup. Patricia a une autre question. Elle dit, quel était le plus grand défi du projet? Le plus grand défi du projet oser les gens sortir de leur zone de confort. Oser les gens à accepter de prendre des responsabilités. Il y a un niveau de hiérarchie un peu plus présent où ils avaient plus l'habitude de dépendre en fait de structures qui leur apportent de l'aide. Et du coup, oser que les familles et que les jeunes osent prendre un rôle, une responsabilité pour créer un événement, pour dire ce qu'ils veulent, ça a été et c'est encore un grand défi du projet. Super. Une question de Alex. Est-ce que les moniteurs et monitrices ont été très ouverts et intéressés d'apprendre plus sur ces méthodologies inclusives où il fallait les convaincre ou un peu ou créer la confiance avec eux ou avec elles? Alors, très bonne question. Donc, c'était dans un contexte dans la côte atlantique que nous avons fait cette formation. Et en fait, ils ne savaient pas trop quel type de formation ils allaient suivre. Ils étaient contents parce que déjà, il y avait une formation pour les maîtres de sport, enfin les moniteurs de sport. Et donc, ils sont arrivés sans trop savoir quoi. Et en fait, non, il n'a jamais il a fallu convaincre quoi que ce soit. Après, dans la formation, tout de suite, j'ai essayé de les mettre en situation et ne pas rester trop dans la théorie, mais tout de suite les mettre en situation, les mettre sur le terrain, les mettre dans une zone de non-confort, dans une zone où ils sentent de la frustration, où ils se sentent, où ils perdent une perte de justice parce qu'ils avaient un handicap qu'on leur faisait mimer. Et du coup,
au final, eux voulaient connaître des méthodes pour sortir un peu de cet inconfort. Intéressant, oui. Nicolas, une autre question. Est-ce qu'une évaluation de l'efficacité du projet est prévue et si oui, avec quels outils? Alors oui, c'est prévu d'évaluer l'efficacité. On n'a pas pu directement évaluer l'efficacité de la formation qui a eu lieu en janvier. Ce serait intéressant de voir s'il y a un impact maintenant dans les communautés. C'est un processus participatif, donc c'est un processus long, mais en général, les outils qu'on va utiliser, c'est principalement quantitatif, mais aussi un peu qualitatif, en voyant combien de jeunes s'entraînent. On a une donnée de base de combien de jeunes s'entraînent seulement entre eux, entre personnes en situation de handicap, et dans le futur, on va évaluer combien s'entraînent maintenant dans les structures dites conventionnelles. Voilà, merci à tous. Je pense que je vais laisser la place à Maggie. C'était un grand plaisir de vous avoir eu et merci pour vos questions. Alors Maggie va vous présenter le Andy Challenge, une course populaire qu'elle a créée depuis son organisation Handicapable. Alors je vais lui donner la parole. Merci beaucoup Maggie d'être avec nous. Oui, merci Nadine, merci. Donc, écoutez, je pense que la meilleure chose, c'est de premièrement vous montrer le vidéo qu'on a fait à la fin de la dernière édition de 2019. Je pense que déjà, ça vous donne quelques images et ça vous mettre un peu dans le contexte avant mon explication. Donc, si Tamara, tu peux démarrer, s'il te plaît. Voilà, merci. Je vais juste me... Il me semble qu'il n'y a pas le son, juste. Tamara, peut-être. Si tu pourrais... Peut-être c'est parce que tu as le micro qui n'est pas allumé. Mille excuses, je ne voulais pas que vous entendiez ma voix, mais vous n'entendiez pas la musique. Donc, Merci beaucoup.
Donc voilà, merci. Donc, je pense que ça vous met un peu dans le contexte. Ça me donne toujours des larmes, donc je m'excuse. J'ai dû arrêter mon vidéo pendant un petit moment. Donc, en fait, ça, c'est de notre 3e édition. Donc, en 2019, on a eu quand même 300 participants. Le premier année, 100, le deuxième année, 200 et 2019, donc 300. Donc, j'espère qu'il y a parmi vous quelques-uns qui ont déjà entendu de cet événement. On a fait le premier et deuxième année à Lausanne et après, on a décidé l'année dernière de passer à Morges, qui est un tout petit peu plus petit, un peu plus familial. Et normalement, en 2020, ça devait être aussi ici à Morges, mais malheureusement, ça a été annulé. Donc, comme j'ai écrit, en fait, c'est la première course populaire pour les personnes en situation de handicap. Et pourquoi, en fait? Parce qu'il y a quand même pas mal de courses populaires dans la région. Donc, pourquoi c'est différent? Et pour nous, en fait, le but était vraiment de mettre les personnes en situation de handicap, de mettre eux comme les stars de la journée. Donc, c'est vraiment une journée pour eux, pour montrer leur sport, pour montrer eux. C'est vrai qu'il y a pas mal de courses populaires dans la région qui encouragent, on va dire, des personnes en situation de handicap de participer, qui acceptent aussi des joëlettes, qui acceptent aussi des vélos, etc. Mais c'est quand même juste une partie d'une grande course. Et donc, voilà un peu l'origine du Handi Challenge. Ça a commencé avec mon mari et ma fille. Mon mari qui est très sportif, qui a amené ma fille Emma dans les grandes courses populaires dans la région. Et malgré le fait qu'ils ont vraiment fait très, très bien, ils étaient, comme j'ai dit, très noyés dans la groupe. Et donc, on s'est dit, il faut quand même une course que pour ces personnes-là, pour vraiment montrer qu'ils sont capables de faire aussi comme les autres. Donc voilà. Donc aussi, l'Handi Challenge est complètement adapté à tous les handicaps. Et quel que soit l'handicap, il a une possibilité de participer. Donc en fait, il a une journée, c'est sur toute une journée. En fait, il y a 6 types de courses, je vais vous expliquer juste après. Et bien sûr, pour que ça soit vraiment une véritable fête, en fait, on organise plein d'animations autour. Donc, on a Alejandro Reyes, que peut-être vous connaissez, il nous fait un concert chaque année, qui est lui-même aussi en situation de handicap. On a des danses, on a des personnes en situation de handicap qui viennent pour parler de leur situation à eux. On a aussi Sid Kepan, que vous avez vu dans le vidéo, qui est venu nous montrer 2 années, en fait, qui nous montre son exosquelette. Donc, on essaie que ça soit vraiment toute une journée avec des food trucks. On fait vraiment toute une journée de fête et sport. Voilà, donc les 6 courses. En fait, comment on organise, en fait, on a divisé en 6 courses. Ce n'était pas toujours le cas. La première et deuxième année, on a commencé avec moins de courses, mais au fur et à mesure, en fait, avec les demandes des participants, on a fini par faire ça l'année dernière. Donc, on a le course en joëlette de 6 km. Donc, si Tamara, tu veux passer juste à la slide suivante, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas une joëlette, en fait, c'est ce engin-là. Donc, en fait, la personne en situation de handicap est assise dans la chaise. Il a un coureur qui tire devant et un coureur normalement sans handicap qui pousse derrière. Et après, on a 1, 2, voire 3 personnes à côté de chaises pour assurer la sécurité de la personne en situation de handicap. Donc voilà, c'est vraiment une course mixte, on va dire, avec des personnes en situation de handicap et sans handicap.
Aussi, on a une course en fauteuil roulant manuel. Donc, on a décidé de diviser en 2 distances, donc 2 kg et 1 kg. La raison, c'est qu'on a vu qu'il y a pas mal de personnes en situation de handicap, par exemple des personnes paraplégiques, qui sont très, très sportives, qui vont très, très vite. Donc, 2 kilomètres, c'est même pas peut-être assez. Et après, on a des jeunes, par exemple, qui apprennent, qui veulent quand même montrer leur capacité en fauteuil manuel. Et donc, on a fait une course pour eux de 1 kilomètre. De course en fauteuil roulant électrique. Donc ça, c'est plutôt pas de vitesse, parce que ça sera dangereux, mais plutôt une course d'agilité. Donc on met une course, un parcours où des personnes en situation de handicap doivent montrer leur capacité de gérer et de conduire leur fauteuil électrique. Donc, ils ont des rampes, ils ont des petites balançoires, ils ont des parties où ils doivent reculer, ils ont même à la fin une partie, un but en fait qu'ils doivent toucher mais sans le faire tomber. Donc, vraiment pour montrer leur agilité dans le fauteuil électrique. Après, on a une course avec aide technique à la marche. Donc, c'est soit le déambulateur, des béquilles, etc., de 50 mètres. Et en course en pied et course toi et moi. Donc, ça, c'était un qui était nouveau cette année. C'était 1 kilomètre et c'était vraiment un peu plus ouvert, un peu plus flexible. Donc, on a vu qu'il y avait pas mal de monde qui voulait en fait partager plus ce moment un peu plus tranquille ensemble, genre par exemple des frères et des sœurs ou des amis. Donc, voilà. Donc, il a une des modèles de la cohésion sociale. Donc, pour moi, en fait, comme organisatrice de cet événement et comme maman d'un enfant en situation de handicap, la cohésion sociale, pour moi, c'est vraiment le ciment qui nous lie dans la société. Et il y a quand même des études qui montrent que la cohésion sociale est quand même important pour notre société, qui améliore la santé de notre société. Et si on n'a pas ça, c'est vrai on peut réduire la santé de notre société, on peut même avoir plus de discrimination, etc. Donc, pour dire, on va dire un peu plus facilement, si on a une bonne cohésion sociale, notre société est en bonne santé. Et pour nous, une bonne santé est en lien avec du sport. Donc, quelle est la meilleure façon d'être en bonne santé? C'est de faire du sport. C'est pour ça que nous, on pense que notre événement est très important pour une bonne cohésion sociale de ces personnes en situation de handicap. Et pas les laisser dehors comme dans le graphique, mais vraiment de faire qui rentrent dans notre société et qui montrent qu'ils sont capables d'être comme tout le monde, qui sont capables de faire du sport, de faire un travail, d'aller à l'école, vraiment d'avoir une cohésion sociale en total. Et voilà, c'est un des buts, c'est le but de Handicapable. Voilà, pourquoi Handicapable, c'est de montrer leur capacité et d'essayer qu'ils vivent au-delà de leurs limites. Donc voilà. Et pour nous, le Handi Challenge, le plus important pour nous, c'est vraiment de créer ces liens et ces relations entre les communautés. Donc, si on peut passer à la prochaine. Donc, voilà de ces créations de liens. Donc, un peu comme Tamara, j'ai pris des témoignages. Donc, des témoignages que moi, j'ai, autant qu'organisatrice de l'événement, a vécu non seulement moi-même, mais avec les participants. Donc, déjà, avec des familles. Donc, on a beaucoup de familles, apparemment, qui sont, comme moi j'ai vécu. C'est difficile qu'on a un enfant en situation de handicap. On peut faire face à des situations où on se sent vraiment exclu. Et ça, le Handi Challenge est vraiment un moment d'être tous ensemble. Et donc, par exemple, il avait un petit Nicolas qui a une maladie dégénérative. Et donc, il est très touché
dans son corps, mais sa tête et sa main marchent très très bien. Et donc en fait, il est doué, comme tout, pour conduire son fauteuil électrique. Et lui, il a à peine, je pense, 8 ans. Il a gagné, en fait, cette dernière année, le course en fauteuil électrique. Et quand il a monté sur scène, sa maman est juste explosée de joie. Donc voilà une création de liens de famille et j'ai plein d'autres exemples, mais j'ai dû choisir un malheureusement. Fratrie, donc si on parle de la fratrie, comme vous avez demandé tout à l'heure, c'est vrai que nous, on voit beaucoup de création de liens. C'est vrai que souvent, les frères et les sœurs des personnes en situation de handicap sont des fois ils ont peut-être honte de leurs frères et sœurs. Et c'est le cas d'une petite Stella que je connais très bien, qui a plutôt des caractéristiques autistes. Et donc, ses sœurs, elle a 2 sœurs, plus grandes sœurs, qui avaient honte d'elle, en fait. Et quand elle a participé, Stella, à la course avec aide technique à la marche, elles étaient, les 2 sœurs, très fiers d'elle. Ils étaient tellement fiers qu'ils pleuraient les deux, qu'ils ont même monté sur scène avec Stella pour montrer qu'ils étaient fiers d'elle. Et on voyait dans les photos qu'ils étaient juste aux anges avec leur sœur pour la première fois. Aussi, si on passe à la prochaine, les différents cercles sociaux. Donc ça, en fait, on voit, par exemple, avec ce Joëlette, donc voilà, justement, on voit dans ce photo à droite l'équipe d'une Joëlette. Donc voilà, entre eux, j'avais organisé, en fait, la première année, ils étaient tous des participants séparés, qu'ils n'avaient pas une équipe. Et donc, je les ai mis ensemble. Ils ne se connaissaient pas du tout. Ils venaient de complètement autres. Un qui est jeune, un peu plus retraité, un qui n'avait pas de travail, un autre. Et en fait, ils se sont connus la première année. Et tous les ans après, ils se sont remis ensemble et même ils sont vus en dehors de ce course pour pratiquer, pour se voir ensemble, pour manger ensemble. Et voilà, une cohésion entre cercles sociaux. Et aussi entre des personnes avec des différents handicaps. C'est vrai qu'en Suisse, on a une tendance à séparer des personnes avec des différents handicaps ou des différents diagnostics, si on veut dire comme ça. Donc voilà, en bas à gauche, tout en rouge, c'était un groupe de danse qui a créé une animation pour l'Handi Challenge. Et c'est vrai que c'est un groupe qui a des handicaps complètement différents. Et on voit sur leur visage qu'ils étaient juste très heureux d'être ensemble. Et voilà, bien sûr, de créer des liens entre les personnes en situation de handicap et sans handicap. Donc, justement, que je vous ai expliqué avant, avec des courses en Joëlette, qui c'est une course mixte, mais aussi des courses en toi et moi, qui avec des personnes en situation de handicap et sans. Donc, par exemple, j'avais noté quelques exemples, que je ne peux pas choisir un. Il avait un petit Maël qui est intégré dans l'école ordinaire, qui a une petite copinette qui voulait vraiment entre guillemets, le draguer. Et donc, en fait, il savait pas trop comment faire. Et donc, en fait, il a invité à participer avec elle en des challenges. Donc, voilà, ils ont pu faire la course, toi et moi, ensemble. Donc, voilà. Donc, malheureusement, en fait, l'édition 2020, comme j'ai dit, a été annulée à cause du coronavirus, mais on est en train, en fait, de lancer un défi virtuel. Donc, Tamara va vous envoyer le lien par la suite, où vous pouvez aussi participer, vous voulez. Donc, aussi, vous pouvez aller sur notre page Facebook d'Handicapable et il y a des explications là-dessus aussi. Donc, voilà, merci de votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions.
Alors, je vais... merci beaucoup pour la présentation, c'était très intéressant et c'était aussi très émouvant. Alors, je vais lire les questions pour que tout le monde les Oui. entende. Une question de Patricia. Est-ce que ces différentes courses auraient leur place dans une course populaire? Est-ce que ces différentes courses auraient leur place dans une course populaire, une course? Oui, honnêtement, c'est une bonne question parce qu'on a aussi nous-mêmes réfléchi parce que c'est vrai que, comme vous pouvez imaginer, il y a quand même pas mal d'organisations autour. En plus, comme on a beaucoup grandi, c'est vrai que il y a certaines mesures qu'on doit mettre en place, etc. Donc, on s'est aussi demandé la même question. Mais c'est vrai, comme j'ai dit avant, je crois que c'est pas le but. Le but est vraiment que eux, ils se montrent, ils ont vraiment une journée pour eux. C'est vrai que, comme j'ai dit, de participer à une plus grande course, on est vite noyé avec ces milliers de gens. Et nous, on a vu qu'un peu plus petit, un peu plus familial, c'est plutôt dans l'ambiance, on va dire comme ça. Mais c'est une bonne question. Voilà. Quelles d'autres personnes ont d'autres questions? Moi, j'avais une question en attendant que les autres personnes en aient. Je voulais demander, c'est quoi le plus grand défi dans ce genre d'organisation? Parce que ça a l'air d'une très grande organisation. Et c'est quoi qui est le plus, qui a l'air le plus difficile en fait à créer entre les différentes courses, parce qu'il y a tellement de types de courses différentes, d'options? Bon, il a beaucoup de défis, on va dire comme ça. On a beaucoup appris ces derniers 3 ans. C'est vrai que nous sommes plutôt pas des professionnels d'événementiel, mais on est devenu un tout petit peu. Pour moi, en fait, il y a peut-être le grand défi, c'est plutôt la situation des courses, parce il faut quand même s'assurer qu'il a assez d'espace pour que tout le monde puisse circuler. C'est pas comme une course où tout le monde est debout. En fait, il faut pouvoir s'assurer qu'il a assez de place pour que tout le monde puisse circuler, qu'il a des rampes partout, qu'il a vraiment une sécurité un peu plus que notre course. Bon, j'ai jamais organisé une autre course, mais c'est vrai que pour moi, ça c'est Okay. pour moi le plus grand défi, c'est d'assurer la sécurité et la place. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Alors, nous avons une question de Michel, mais j'imagine Michel. Bonjour, merci pour la présentation. Combien est-ce que cela représente de participants? Et comment est-ce que vous récoltez les inscriptions via les clubs sportifs, les réseaux familiales, etc.? Donc, excusez-moi, la première partie, c'était combien ça coûte? Vous avez... Combien est-ce que cela représente de participants? Combien de personnes Ok, donc comme j'ai dit, c'était 300 participants l'année dernière. Et c'est vrai qu'on envoie en fait des lettres à toutes les institutions, toutes les associations. On essaie d'être plus ouvert au niveau réseaux sociaux. Donc moi-même, je fais partie de plusieurs groupes de parents dans la région. Sur Facebook, etc., sur le groupe WhatsApp, etc. Donc, maintenant, c'est vrai que la première année, c'était un peu plus compliqué, on va dire comme ça, d'engager du monde. Maintenant, c'est vrai que la troisième année, on a vu quand même que les gens, plutôt, ils attendent que ça arrive. En fait, on a beaucoup de jeunes qui fait des entraînements et ça c'est chouette parce que c'est pas que sur une journée, c'est vraiment plus long terme si je peux dire comme ça. Il se réjouit d'être ensemble, il se réjouit de se montrer, il se réjouit aussi de pratiquer et c'est non seulement bien pour leur bien-être de soi-même mais aussi physiquement et je pense que ça c'est aussi très important. D'accord. Ouais, merci beaucoup pour cette réponse. Alors, nous avons encore une question, mais on a une question pour Tamara.
cette fois. Alors, voilà, merci Tamara. De Patricia. Est-ce qu'il y a des éléments de pratique autour de handicap au Nicaragua qu'il pourrait être intéressant d'amener en Suisse? Donc, des éléments pratiques trouvés au Nicaragua qu'on pourrait amener en Suisse. Je pense que dans ce qui est très intéressant à ramener en Suisse, c'est vraiment ce lien fort familial et dans la fratrie de cette puissance qu'ont le cercle familial au Nicaragua de pratiquer, de vouloir s'entraider et de vouloir connaître comment trouver les solutions, comment s'aider dans la famille. Et en fait, de pas seulement donner les connaissances aux maîtres sportifs ou au club, mais aussi à la famille en soi pour qu'elle-même puisse intégrer son enfant, son frère, sa sœur au mieux dans son réseau social, parce que finalement, le réseau social de mes parents, je ne le connais pas aussi bien que le réseau social de mon frère ou de ma sœur, parce qu'on est à un âge beaucoup plus proche. Et d'avoir les connaissances, soit de pouvoir aider à l'intégration de son frère et sœur, je pense que c'est un élément qui pourrait être intéressant aussi en Suisse. Ok, merci beaucoup. Alors, on a une question de Nicolas. Mais je ne sais pas du coup si c'est pour Tamara ou pour Maggie. Je pense que c'est pour Maggie. C'est Maggie. Alors, oui, pour Maggie. Est-ce que les personnes qui participent aux courses trouvent une continuité à leur pratique dans les clubs ou associations? Oui, justement, on essaie de travailler justement avec ces clubs-là. En fait, même, on leur invite à faire des démonstrations pour aussi montrer de pouvoir utiliser cet événement comme, entre guillemets, marketing pour leur sport. Et donc, oui, la réponse est oui, heureusement. Super, merci beaucoup. On va peut-être attendre si quelqu'un a encore des questions, que ce soit pour Tamara ou pour Maggie. En tout cas, merci beaucoup pour les deux présentations. C'était vraiment très intéressant. Je vais revenir aussi sur la question sur est-ce que les personnes qui participent aux courses trouvent une continuité à leur pratique dans les clubs ou les associations. C'est vrai que jusqu'à présent, les jeunes trouvent une continuité dans leur pratique, mais principalement dans les... tu me reprends Maggie, hein, si tu as un autre avis, dans les associations et les clubs pour les personnes en situation de handicap. Donc, c'est donc dans le réseau du sport handicap, principalement, et très peu, et ça commence avec certains projets que je sais qui existent en Suisse, de pouvoir continuer la pratique dans les clubs ou les associations ordinaires, mais c'est encore très minoritaire, encore plus en Suisse romande. Absolument, absolument. C'est très limité pour l'instant, mais on espère que ça, avec plus d'ouverture, ça va, d'autres projets vont se créer. On a une autre question de Laetitia pour Maggie. De combien de bénévoles pour l'événement avez-vous besoin? Ah, c'est Tamara qui est plus apte à répondre à cette question. Beaucoup. On avait plus de 100, entre 100 et 120, non? Quelque chose comme ça? Ouais, 120 qu'on a posté par groupe, par commission aussi. On a énormément de différentes commissions de bénévoles, que ce soit pour le parcours, que ce soit pour la sécurité, que ce soit pour l'installation, parce qu'il faut imaginer qu'avec les sécurités, on ne peut pas installer tous les parcours la veille. Donc je parle bien de l'événement d'e-challenge. Et du coup, il faut l'installer le matin même, très tôt. Donc, on a des bénévoles qui sont d'accord de venir à 5 heures du matin installer les parcours. Et il faut désinstaller donc, jusqu'à très tard, 22 heures maximum, évidemment. Et 120, 150. Et des kits pour le déjeuner à préparer pour toutes ces personnes. Donc
aident à préparer leur kit également. Ouais. Ouais, en tout cas, ouais, c'est clair, c'est un événement assez énorme, ça a l'air en tout cas comme ça. Est-ce que quelqu'un a encore une question? Est-ce qu'il y a encore un commentaire? Ou est-ce qu'on passe au mot de la fin? Bon, moi, je vais laisser la parole à Tamara, enfin à Maggie Tamara, et pour dire un dernier mot, dernier commentaire sur vos présentations. Alors, je vais prendre le premier mot de la fin, Maggie. Donc, merci à tous pour votre présence tout au long de cette conférence. Merci pour les questions que vous avez faites sur le chat, très pertinentes. Je vous invite vraiment si vous avez d'autres questions, à prendre contact avec nous pour qu'on puisse parler plus en détail. Et n'hésitez pas, donc je disais à prendre contact avec nous, mais surtout mon dernier mot de la fin pour conclure, ce serait je vous invite à créer l'opportunité, à ouvrir l'espace aux personnes et à leur donner confiance de prendre des responsabilités, de prendre des rôles, de pas les laisser, de leur donner confiance, parce que c'est en créant l'espace en fait que des belles choses, des belles interactions sociales se créent entre nous. Voilà, merci pour votre participation. Maggie, juste avant que tu dises le mot de la fin, il y a quelqu'un qui a encore une question pour toi. Et n'oublie pas de mettre ton micro, juste. J'ai dit, je peux pas faire mieux que Tamara pour le fin. Donc, je vous remercie simplement. Voilà, merci beaucoup. Il y a une dernière question pour toi, Maggie, de Carole, qui veut savoir, qui demande: avez-vous pensé à faire l'événement à plus petite échelle dans différentes régions de Suisse, comme les courses populaires? Est-ce que nous avons pensé à faire ça? Vous avez pensé à faire l'événement, mais à plus petite échelle, mais dans différentes régions en Suisse? Non. Non, on n'a pas pensé à ça pour l'instant. C'est vrai que jusqu'à maintenant, c'était que 3 ans. C'est vrai comme j'ai dit avant, on apprenait déjà beaucoup. Peut-être pourquoi pas plus tard, mais pour l'instant, c'est assez d'organisation juste une fois par année dans la région. Donc, on essaie aussi d'inviter, d'essayer d'envoyer des invitations, des lettres, un peu plus large dans les autres cantons. Même à Zurich, cette année, on avait des Zurichois qui sont venus, on avait même des Français qui sont venus, des Belges qui sont venus. Donc, on essaie d'inviter plus de monde, mais c'est vrai que de faire plus petit, non, on n'a pas pensé à ça. Plutôt de rester local. Ouais, j'imagine que c'est déjà pas mal comme ça. Mais en tout cas, merci beaucoup Maggie, merci beaucoup Tamara, merci à tout le monde, tous les participants. Il y a d'ailleurs des participants qui vous remercient, Sébastien et Laurie Chariton, aussi Carole qui vous remercie sur le chat. Donc merci à vous tous. Alors juste les derniers mots avant de vous laisser partir. Donc si vous n'êtes pas inscrit et que vous voulez recevoir plus d'informations à ce sujet, vous pouvez nous laisser votre email, que ce soit sur le groupe ou en privé. Vous pouvez choisir si vous voulez tout le monde ou vous pouvez envoyer à Nadine ou Fleury. On vous enverra de toute façon pour les personnes qui se sont inscrites, on vous enverra la présentation et un tout petit questionnaire pour savoir comment, si cette présentation vous a plu. Et donc, tout ça a été enregistré et sera publié sur les réseaux sociaux, sur notre page, pour les personnes qui l'auraient manqué. Donc, voilà, merci. Encore des remerciements